Jeudi 10 novembre 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait Christophe Gauthier, historien, archiviste paléographe, ancien conservateur de la Cinémathèque de Toulouse, et Natacha Laurent, maîtresse de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès, historienne du cinéma russe et soviétique et ancienne directrice de la Cinémathèque de Toulouse de 2005 à 2015. Ils y présentaient tous deux leur ouvrage « Raymond Borde, une autre histoire du cinéma », paru aux éditions Privat, lors d'une rencontre co-animée par Olivier Loub et Christian Torel et organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse. Bon, merci, c'est très impressionnant de vous voir tous si nombreux. Merci pour nos invités, merci pour Natacha, merci pour Christophe, et j'allais dire particulièrement pour Raymond Borde, merci Olivier d'être avec nous. J'ai mis cette affiche, vous comprendrez vite pourquoi. C'est quelques 20 ans d'archives dans mon bureau, et évidemment celle-là, j'y suis particulièrement attaché, je vais y venir. Peut-être avant de donner la parole à Olivier qui sera le premier à entamer le débat avec vous. Quelques mots, on va dire peut-être plus personnels sur Raymond Borde et Ombre Blanche. Parce qu'évidemment, ce livre m'a beaucoup touché. La personnalité de Raymond Borde a touché, je crois, beaucoup de monde dans cette salle. Et puis, plus encore, ce qu'il a apporté à cette ville. Et peut-être il faut redire pour ceux qui le savent et dire pour ceux qui ne le savent pas combien Raymond Borde et la Cinémathèque ont compté pour Ombre Blanche. Je pense que sans Raymond Borde, la Cinémathèque et tous ceux qui ont contribué à la vie de la Cinémathèque depuis ses origines, et depuis au moins les origines d'Ombre Blanche en 1975, je pense que sans tout cela, cette librairie ne serait pas ce qu'elle est, donc on ne serait peut-être pas dans... Voilà. Si tout était à refaire, et si je n'avais pas rencontré Raymond Borde, Jean-Paul Gors et tous les amis de la Cinémathèque, je ne serais peut-être pas là en train de discuter finalement. Par contre, vous seriez là sûrement quelque part en train de présenter un livre autour de cette très très belle chose qui s'appelle la Cinémathèque de Toulouse. Alors si à Ombre Blanche on a vite rencontré Raymond Borde, c'est parce que Raymond Borde, lui, était souvent au bord de la falaise grâce au mouvement auquel il a appartenu, qui était le mouvement surréaliste. C'était un homme qui n'hésitait pas à affronter le danger. Je pense que ce sera évoqué dans les minutes qui viennent. Voilà, et Raymond Borde était très proche de tout ce courant du surréalisme des années 60, auprès notamment d'Éric Losfeld, qui en était l'éditeur. Et Jean-Paul Archy, qui a créé cette librairie en 1975, était un ancien collaborateur d'Éric Losfeld. Donc quand Archy a ouvert en septembre 1975, on a tout de suite et très rapidement vu Adrien Dax, Raymond Borde et quelques autres de ce mouvement venir presque naturellement à la librairie. Et je crois que le goût de cette librairie pour le cinéma s'est très vite manifesté auprès des gens qui travaillaient auprès de Raymond Borde, Guy-Claude Rochemont, qui je pense est ici, Jean-Paul Gors, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui m'a bien fait part de toute son amitié. Et, voilà, et Jean-Paul a beaucoup compté dans cette relation que nous avons entretenue avec la Cinémathèque, une relation constructive, une relation productive, où on a très vite inventé des choses ensemble, des expositions souvent bricolées avec des photos qu'on allait chercher dans des conditions assez spectaculaires, et parce que tout n'était pas aussi ordonné qu'aujourd'hui et aussi précis. Bon, voilà, au moins non, mais c'est vrai, les archives étaient, mais on n'a rien perdu. On a fait de belles expositions, Buster Keaton, Hitchcock, l'expressionnisme allemand et tant d'autres. Bon, et puis, avec Jean-Paul et donc les amis de la Cinémathèque, nous avons accueilli Jean-Marie Straub, Hans-Jürgen Sieberberg, Werner Schroeter, puis le cinéma japonais. Et là aussi, c'était souvent bricolé, mais ça marchait bien. C'était les années 80. Et je crois que le souvenir le plus, et on pourrait peut-être mettre Borde un peu sous diverses choses qui sont contenues dans cette affiche, La victoire sur le soleil, c'est un titre futuriste russe, et c'est ce que nous avions conçu en 84 autour d'Armand Gatti de la Cinémathèque de Toulouse et donc de la librairie. Nous avions pendant un mois installé Toulouse dans ce que les soviets avaient amené de mieux, c'est-à-dire le cinéma et la littérature, et, voilà, et l'électricité. Et c'était formidable, et on ne peut pas ne pas évoquer ce moment où Léonid Pliouchtch,
c'est quelqu'un que j'imagine, toi, tu as croisé Natacha à plusieurs reprises, a passé tant de temps à voir des films à Toulouse qu'il n'avait pas pu voir à Moscou. Et il était là, dans les anciens locaux de la Cinémathèque, à visionner tout cela. Bon, mais j'oublie évidemment des noms, mais je vais tout de suite les citer. Avec Jean-Paul, il y avait Francis et Carole Desbarats. Et puis après, il y avait Françoise Courtiade, parce que l'aventure de la Cinémathèque a croisé celle du Goethe-Institut. On a une pensée pour le Goethe qui est aujourd'hui en difficulté, je crois que il faut le dire publiquement. Voilà, mais dans les années 80 à 90, le Goethe a eu une activité formidable, avec beaucoup de ténacité qui a été reprise par la direction actuelle, celle de... Trop de mémoire. Celle de Stéphanie, pardon. Voilà, mais malheureusement, voilà. Et là maintenant, le Goethe est en très grande difficulté. Et puis je n'oublie pas évidemment Pierre Cadars, qui après Jean-Paul a pris la direction de la Cinémathèque, avant que toi, Natacha, tu ne l'apprennes. Voilà. Et nous ne quittons pas ce lien avec la Cinémathèque. Maintenant, on va retrouver le lien avec Raymond Borde, parce que cette Cinémathèque, finalement, sans Raymond Borde, elle n'aurait pas existé. Donc nous allons aller à la découverte de Raymond Borde. Oui, bonsoir à tout le monde. Raymond Borde, tous ceux qui sont ici peut-être ou presque savent de qui il s'agit, mais bien entendu, c'est quand même un parcours largement oublié à l'échelle nationale, peut-être plus qu'à l'échelle internationale, ça on y reviendra. À l'échelle toulousaine, pas du tout des amis du cinéma, quel qu'il soit, et de la même façon qu'est oublié le fait que Toulouse est une grande ville de cinéma. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne se dit jamais assez ensemble. C'est vrai, dans la salle, on peut en témoigner, que ce soit pour les études, l'ESSAV devenu l'ENSAV, que ce soit pour l'ABC et toute cette aventure du cinéma qui est le cinéma art et essai, et bien entendu au cœur de ce dispositif, malgré tout, dans la généalogie de ceux qui ont fait que Toulouse soit une grande ville de cinéma, il y a bien sûr Raymond Borde. Alors, pour en parler ce soir, vous avez devant vous deux auteurs, un auteur et une autrice, qui sont à la fois absolument ravis et quelque part aussi soulagés que 12 ans de travaux, en tout cas d'intention, s'achèvent sous vos yeux. On mesure rarement ce que signifie l'écriture d'un livre dans la durée. Entre le projet, l'envie qu'on a de le porter, et puis ce qu'il est possible de faire. Il faut remercier pour l'aspect final quelqu'un qui n'est pas encore cité, mais qui est pourtant préfacier, qui est Pascal Horry, puisque c'est aussi l'occasion d'une séance dans la Fondation des Treilles qui vous a permis d'achever ce livre. Et c'est un bonheur pour nous tous. Non pas parce que simplement Raymond Borde serait quelqu'un d'oublié, suffisamment en tout cas pour qu'on ait besoin de lire ce livre, mais aussi, et c'est l'objet de ma première question après vous avoir présenté un peu plus, parce que c'est une façon d'écrire le cinéma d'une autre façon, ou plutôt de se demander si on peut faire une autre histoire du cinéma. Alors, nos deux auteurs et autrices, sont liés à la Cinémathèque de façon extrêmement intime. Tu l'as dit, Natacha Laurent a été directrice de cette Cinémathèque pendant 10 ans, et elle a été rejointe par Christophe Gauthier, qui en fut le conservateur de 2006 à 2012. Donc, c'est un couple d'acteurs de cette Cinémathèque qui parlent aujourd'hui, tous les deux étant liés au milieu universitaire et au milieu de la recherche en histoire. Pour Christophe, il est issu de l'école des Chartes et il y est revenu pour en être un des professeurs, en étant passé par la Bibliothèque nationale de France et le département des images auquel tu as particulièrement contribué, le dirigeant, bien sûr. Et pour Natacha Laurent, elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université et on la connaît tous ici très bien, puisque, outre ses activités cinéma et histoire et cinéma, elle est aussi membre du comité d'organisation du festival Histoire à venir, auquel Christian participe de la première des façons. Une fois qu'on s'est dit tout ça, reste à éclairer le sous-titre. Un sous-titre, c'est un titre profond d'un livre. Et quelle est la profondeur de cette remarque que vous faites? Une autre histoire du cinéma, et pourquoi est-ce que le parcours de Raymond Borde permet de faire une autre histoire du cinéma? On va essayer de ne pas vous montrer qui a écrit quoi dans le livre en répondant aux questions. Bon, moi je voudrais dire que c'est effectivement un moment aussi très émouvant pour Christophe et moi, parce que c'est l'aboutissement d'un long compagnonnage de complicité intellectuelle avec Christophe, d'écriture, de recherche, parce qu'avant l'écriture, il y a toute la recherche et c'est sans doute le plus long, c'est ça le plus long. Et je voulais remercier une personne qu'on n'a pas encore citée, c'est Dominique Ozel pour l'édition Privat, parce que sans Privat, ça aurait été aussi très compliqué. Donc voilà, merci beaucoup à Dominique. La question que tu poses, Olivier, elle est fondamentale, c'est-à-dire que on n'a pas voulu écrire une biographie.
Voilà, ça c'est la première intention. On n'a pas fait une biographie, on a fait une monographie. Et notre projet, c'était bien sûr de rassembler tout ce qu'on pouvait savoir, tout ce qu'on pouvait comprendre aussi de l'itinéraire de Borde, mais précisément de le prendre à travers le prisme de l'itinéraire et de voir ce que cet itinéraire, ses positions, ses choix, disaient d'une possible histoire du cinéma qui n'était pas celle que l'on raconte habituellement. On a longtemps tourné autour de ce sous-titre, on s'est posé un certain nombre de questions, on l'avait beaucoup utilisé, Franck et Francesca s'en souviennent, beaucoup utilisé dans notre façon de diriger la Cinémathèque de Toulouse, d'imaginer un nouveau projet pour elle, et on y est revenu. Parce que finalement, on trouve que ça correspond le mieux à ce qu'on a voulu montrer. C'est-à-dire que notre projet, et je crois que c'était aussi celui de Borde, c'était de montrer que le cinéma était beaucoup plus riche, beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert que ce qu'une certaine histoire officielle, très souvent nationale, parisienne, inscrite dans une certaine cinéphilie, souvent montrée comme prépondérante, qu'il était possible d'envisager le cinéma autrement, et qu'il était possible d'envisager le patrimoine cinématographique autrement. Donc de proposer une autre cinémathèque, puisque c'était aussi ça le point de départ. Oui, et puis donc lorsqu'il s'est agi justement en fait de réfléchir à ce sous-titre, alors une autre histoire du cinéma, c'était aussi évidemment la manière dont Raymond Borde avait d'envisager en réalité le cinéma. On va certainement en reparler. Il a été longuement critique cinématographique, autant moderne à Positif, à d'autres revues. Et en tant que critique, il a justement été quelqu'un qui s'est beaucoup opposé à ce qui a triomphé finalement, c'est-à-dire la nouvelle vague. C'était quelqu'un qui en fait a été un adversaire résolu, on peut le dire, de la nouvelle vague, mais aussi en fait d'une certaine forme de modernité cinématographique, tout en étant très sensible à d'autres formes de modernité cinématographique, à l'étranger en particulier. Donc je pense évidemment au cinéma soviétique, etc., etc. Donc en soi, Borde, de par aussi les découvertes, les inventions au sens étymologique du terme qu'il a pu conduire grâce aux collections de la Cinémathèque, la révélation d'un certain nombre de cinéastes, la révélation d'un certain nombre de films ou d'écoles cinématographiques, eh bien, il a été lui-même un contributeur finalement à une histoire qui, comme le disait Natacha, n'est pas cette histoire dominante, on va dire, écrite à la fois depuis les cahiers du cinéma et depuis Paris. Alors ça m'a beaucoup amusé tout à l'heure, en entrant dans la rue Thiers, de voir en fait dans la vitrine de la rue Gambetta, pardon, oui. Oui, de voir en fait... Le Parisien qui débarque. Le Versaillais, oui. Le Versaillais, oui, tout à fait. De voir en fait en réalité dans la vitrine de Ombre Blanche Cinéma, donc le livre de Borde, coincé entre tout un tas de livres sur Godard. Et en fait, finalement, j'y ai vu une forme d'humour, puisque en réalité, Borde n'était pas tellement godardien, on peut le dire. Et il y a aussi en fait cette dimension-là, en fait, évidemment, qui est très présente. Donc il y avait cette sorte de contre-histoire, en quelque sorte, dont il était porteur. Et cette contre-histoire dont il était porteur, qui a été celle de son activité de critique comme celle de son activité de cinémathécaire, elle nous a semblé rejoindre, en effet, ce que nous, on a souhaité écrire. C'était... On l'espère en tout cas, alors évidemment ici ça a une signification particulière, mais une forme d'histoire du patrimoine cinématographique et par conséquent d'histoire du cinéma qui n'a pas été écrite. Puisqu'on a constaté, comme vous le savez, qu'il y a 10 livres sur Henri Langlois pour la Cinémathèque française, et il n'y avait aucun livre sur Raymond Borde. Et donc pour nous, il s'agissait vraiment d'écrire quelque chose qui n'avait jamais été écrit. Donc ça, c'était assez excitant, c'est-à-dire que quand on se relisait, là, tous les deux, de se dire « Ah bah ça, je ne l'ai pas vu ». Alors je ne l'ai pas vu parce que moi, je ne l'ai pas vu, tu l'as écrit, je ne l'avais pas vu, mais en plus, je ne l'ai pas vu écrit ailleurs, quoi, en fait. Voilà. Et donc là, il y avait quelque chose de très stimulant, en fait, de se dire que, voilà, on allait apporter quand même des choses qui n'étaient pas portées jusqu'alors dans un livre ou sur le papier. Borde est aussi un écrivain. Langlois a écrit tout un tas d'articles, tout un tas de textes, mais pas de livre complet. Son œuvre, c'est vraiment la Cinémathèque. Et d'ailleurs, il écrit cette différence entre les deux. C'est dans la page 65, Natacha, si tu souhaites le lire. Dans la préface à cet ouvrage qui s'intitule « Les malédictions du cinéma français », puisqu'on a commencé par s'installer dans la tension quand même, il écrit la chose suivante, Raymond Borde. « Les cahiers rêvaient de confessionnal, de prêtres et de métaphysique du double. Positif, le journal auquel il collabore lui-même, rêvait d'amour fou sur les barricades. Les cahiers se situaient à droite, dans le clan du péché, de l'embarras mental et glorifiait Bresson, Rossellini, Dreyer. Positif, revue de gauche non stalinienne, rejetant Sadoul autant que Bazin, exaltait la femme et le désir, l'athéisme et la révolution. Or, il se trouve que la nouvelle vague fut faite par les gens des cahiers.
un homme de combat. Oui. Non, mais avec une certaine lucidité, puisque ce texte que tu cites, Olivier, date de 1978, c'est-à-dire 20 ans après ce combat, et donc en fait, il en tire les leçons, en effet, une vingtaine d'années plus tard. Je veux bien en rajouter sur les cahiers, puisque c'était pas, on va être dans l'imprévu, mais C'est imprévu. page 68 du même livre, hein, le vôtre, et c'est tiré de premier plan. Quelques jeunes groupés autour d'une revue qui a pourri la critique, les cahiers du cinéma, s'occupent du salut des âmes. Ils s'en occupent sans passion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le côté frénétique d'un Savonarole. Ils sont vaguement névrosés, comme tout le monde, et ils mettent leurs inhibitions sur le compte de la faute. Dans leur vocabulaire assez réjouissant de métaphysiciens autodidactes, ils se sont fait les défenseurs d'un cinéma mollement torturé. Ils ont peur de l'amour physique, mais ils acceptent le mariage. Ils redoutent la liberté, mais ils se reconnaissent dans la démagogie. Ils ont besoin de garde-fous et finalement, ils sont à l'image de l'homme quelconque. Privez-les du vocabulaire, ils pensent comme Jean Nouin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean Nouin, tous les jeunes dans la salle, Jean Nouin c'était le présentateur des émissions un peu variétés et pour les enfants. Alors, ne pas croire que ce livre serait un plaidoyer pour une histoire qui serait une autre histoire du cinéma au sens d'une histoire inverse ou simplement renversée. Ce qui fait la qualité du livre, enfin moi, le lecteur que je suis, c'est ce que j'ai trouvé, c'est qu'il permet justement de compléter et de donner ce son et ce ton de Raymond Borde. Polémiste. De polémiste, oui, mais qui n'a pas hésité non plus à travailler avec et à construire le cinéma des cinémathèques. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien signifier, la cinémathèque, pour Raymond Borde ? Oui, en fait, c'est une évolution. Donc, c'est quelque chose qui se construit sur 50 ans, on peut dire, puisque les tout premiers textes qu'on a trouvés, où Borde parle finalement de l'idée de conserver des films, ce sont des textes donnés au temps moderne, au milieu des années 50, et où, en fait, il considère justement l'activité critique comme une dimension presque de conservation des films. Nous l'écrivons à un moment, c'est plus la critique pour lui est plus un art de la conservation qu'un art de la conversation. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit, eh bien, en réalité, il s'agit, lorsqu'on fait de la critique, en réalité, de constituer une mémoire du cinéma, c'est-à-dire, au fond, de donner aux lecteurs futurs, aux lectrices futures, les moyens de se souvenir des films, puisqu'il n'y a pas de moyen de se souvenir des films autrement que d'écrire sur eux. Et je pense que c'est à partir de là que l'idée de collection commence à apparaître. Cette idée de collection, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, très fort. Il s'agit vraiment, en fait, de surmonter la mort des films, c'est-à-dire, enfin, de triompher de la mort des films. C'est une préoccupation dont on voit qu'elle passionne Raymond Borde dès les années 50, à partir du moment où il commence à constituer, on va dire, de premiers ensembles de films auprès de 3 groupes principaux qui sont d'une part les forains et les tourneurs qui circulent encore beaucoup dans tout le Midi toulousain et le Grand Sud-Ouest, d'autre part les offices du cinéma éducateur, ces structures qui sont des structures, je dirais, laïques, qui sont très actives, pas seulement à Toulouse, mais il va jusqu'à Saint-Étienne, il va jusqu'à Lyon, etc., pour constituer ses premières collections. Et puis, troisième pôle, en fait, d'enrichissement, un petit peu plus tard, et Natacha en parlera, et peut-être qu'il y aura d'autres questions ensuite, c'est à partir de 1965 la FIAF. On va avoir donc comme ça l'idée d'une cinémathèque qui cherche à constituer une histoire qui ne soit pas une histoire artistique du cinéma. Ça, c'est aussi un autre point totalement discriminant par rapport à Henri Langlois. C'est-à-dire que pour Borde, tout peut être source pour l'historien de demain et pas seulement pour l'historien du cinéma. La cinémathèque est constituée à des fins de constitution d'un réservoir de sources qui permettent certes l'écriture d'une histoire du cinéma, mais aussi l'écriture de l'histoire tout court. Parce qu'il va de soi pour Raymond Borde, et ça bien avant les écrits de Marc Ferraud dans les années 70, que le cinéma, c'est une source qui va permettre de renseigner le XXe siècle, puisque le cinéma est l'art du XXe siècle. Et donc là, on a vraiment là quelque chose qui naît comme ça. Et je vais laisser Natacha peut-être prendre la suite. Oui, alors sur cette question, justement, il a une conception. Enfin, ça on l'a découvert finalement assez tard, Christophe, en devenant familier finalement de ses travaux. Il est pionnier sur ce front-là. Il est pionnier et avant Ferraud, il écrit ce genre de choses et ça motive complètement sa démarche. Et imaginez ça dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, par rapport à ce qu'est l'historiographie à ce moment-là. Je veux dire, c'est le tout début de la nouvelle histoire et on n'en est pas encore à traiter le film de façon respectueuse. Et lui, il anticipe. Alors, pour compléter ce que Christophe vient de dire, je crois aussi qu'il invente une cinémathèque en marchant. C'est-à-dire que ça, c'est très important. C'est qu'il l'invente au début dans le cadre des ciné-clubs et dans le cadre, on va dire, d'une nécessité de trouver des films pour programmer, mais qu'au fur et à mesure que cet embryon de collection prend forme, il contribue
à inventer avec d'autres des pratiques qui vont devenir les pratiques des cinémathécaires, qui vont devenir ensuite des pratiques qui vont se transmettre, qui vont entrer dans des procédures, qui vont répondre à des objectifs, etc. Et pour lui, ce qui est très important, ce n'était pas simplement d'amasser les copies, et là c'est une autre différence avec Langlois, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de collecter, d'amasser, il s'agit d'expertiser, il s'agit d'identifier, il s'agit de ranger. Et tout ça, pourquoi ? Pour justement qu'il puisse être étudié. Je pense que ça, c'est vraiment une démarche très importante et ça permet de comprendre toute cette pratique, ce qu'on a appelé les pratiques de cinémathécaire, qu'il explore très tôt, en fait, dès sa rencontre avec Jacques Ledoux à la fin des années 50. En fait, c'est ça qu'il cherche. Fondamentalement, c'est ça qui l'intéresse. C'est les pratiques de cinémathécaire, concrètement, comment on fait, à la fois concrètement, comment on range, pourquoi on choisit ça, pourquoi on ne choisit pas ça, où est-ce qu'on le met, dans quel ordre on le met, et en même temps, intellectuellement. Qu'est-ce qu'on en fait intellectuellement ? Voilà, à quoi ça va servir ? Juste en fait pour dire que la cinémathèque, elle est donc au service de l'histoire et des historiens, davantage peut-être qu'au service des cinéastes. Mais ça, c'est une question aussi de localisation de la cinémathèque. C'est-à-dire que ce n'était pas à Toulouse. Bord en a été parfaitement conscient, même s'il a participé au mouvement des cinéastes indépendants, au groupe des cinéastes indépendants au début des années 60, qu'elle allait pouvoir se constituer une nouvelle vague toulousaine. Enfin voilà, c'est pas du tout la situation de Langlois à Paris, qui avait tout un tas de jeunes gens qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de faire du cinéma, mais qui en avaient les moyens parce qu'ils étaient parisiens. Donc forcément, en fait, je dirais que les missions de la cinémathèque ont été affecté par cette implantation géographique, on aura certainement l'occasion d'y revenir, qui est une implantation géographique qui a induit véritablement aussi quelque chose qui a plus tendu vers la constitution véritablement de ce réservoir de sources. Et lorsque, dans les années 70-80, Raymond Borde s'adresse à la tutelle, c'est-à-dire au CNC, et dans les toutes premières lettres que nous avons retrouvées, il y a une lettre magnifique à André Malraux, donc en 1966, où il présente la Cinémathèque de Toulouse. La Cinémathèque vient d'être fondée 1 an plus tôt, quoi. Et il lui dit, voilà ce qu'on va faire. À André Malraux, une lettre de 4 pages quand même, dactylographiée. Et là, en fait, il lui dit, voilà moi ce que je veux faire. Moi, je veux faire une cinémathèque pour les historiens. Henri Langlois à Paris va programmer des films, et on verra des films, mais moi, je serai l'archive. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de répartition qu'il pense tout de suite, une répartition qu'il va tenter en fait de mener à bien, mais qui n'aura jamais en fait lieu, je dirais, selon ses rêves et son utopie. D'emblée, en fait, il y a cette idée d'un outil qui soit au service de l'histoire. Puisque tu as abordé la question de la province, on va très vite, on va très vite y venir, mais il y aura 2 questions comme ça, ou peut-être une troisième d'Olivier, vous pourrez répondre aux 3 questions en même temps. On a abordé l'usage de l'écriture, et avant que tu reprécises et m'amènes à cette question sur la province, j'allais dire un extrait de la préface, très belle préface de Freddy Buache au livre des cinémathèques de 1983, parce que, voilà, non seulement parce que Freddy Buache est lui aussi critique, historien du cinéma, et il a très grande qualité d'écriture dans ses livres, dans sa production écrite, et puis que c'est lui aussi un grand archiviste du cinéma, et que d'une certaine façon, c'est l'alter ego de Raymond Borde. Il y a 2 alter ego, il y a Bruxelles et Bruxelles-Lausanne. Bon, vous y viendrez. Alors, voilà. Et la famille Borde. Voilà, la famille. Et donc, cette famille, on la complète avec Marcel Homs, qui est à Perpignan, ou avec Bernard Charder. Là, c'est encore autre chose, qui est à Lyon. Alors, donc, il y a 2 questions. La première, c'est celle de ce positionnement contre, d'une certaine façon, ou peut-être pas, par-delà Paris. Le fait qu'il dit, c'est même souligné dans le livre, je crois que c'est le seul membre de phrase souligné, je suis colonisé. C'est dans une lettre à Langlois. Dans une lettre à Langlois, oui. Dans une lettre à Buache, et il parle de Langlois. Il dit je suis colonisé. Voilà. Donc il n'est pas proprement vindicatif, Raymond Borde, mais quand même, d'une certaine façon, il défend la province contre Paris et ne supporte pas cette domination sur laquelle vous allez revenir. Et donc l'autre question, et ensuite je laisserai Olivier aussi ajouter si besoin, c'est la question dans cette conservation, il y a le film, mais il y a aussi tout ce qui est écrit. Et il a été un des premiers vraiment à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui le non-film, livres, documents, dossiers de presse, photos, affiches. Alors sur la question de la famille, de la famille Borde, on s'est amusé à ça, à rassembler effectivement famille ou réseau. Ce que Pascal Horry appelle dans sa belle préface le contre-réseau des dominés, je trouve que c'est très juste. Il a eu cette intelligence de très tôt tisser un réseau très différent de celui de Langlois, qui effectivement part de Toulouse, passe d'abord par Lyon,
C'est très important avec Bernard Charder et Positif, qui est un ami qui est toujours vivant, Bernard Charder, et qui est très touché par cette publication. Charder qui a été un ami toute la vie de Borde et avec lequel il a monté ces fameux Sissi, ces fameuses rencontres, n'est-ce pas, du cinéma indépendant, international, etc. etc. L'autre sommet du triangle, on va dire méridional, c'est Perpignan, bien sûr, avec Marcel Homs et le futur institut Jean Vigo. Et puis au niveau national, le 4e, et alors du coup ça devient un rectangle, enfin, parallélépipède, merci Christophe. À Paris, ça ne peut pas être Langlois, c'est pas possible, puisque la rupture a été trop violente, et c'est donc Claude Bailly à la Cinémathèque universitaire, et donc là un lien fort avec l'université, ça c'est très important aussi, un lien fort avec l'université, et qui va rejoindre aussi ta deuxième question, Christian, mais je laisserai Christophe répondre là-dessus. Alors, au niveau international, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou si on le fait plus tard, la famille Borde au niveau international, elle est très prestigieuse parce qu'il y a effectivement Freddy Buach, le directeur de la Cinémathèque suisse, que l'on a appelé un peu le frère, celui avec lequel on fait les 400 coups et avec lequel on n'est pas toujours d'accord, avec lequel on peut disputer, mais avec lequel on se réconcilie toujours. Jacques Ledoux, conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique, qui est le parrain, admiré et toujours craint. Et puis, les cousins soviétiques, on les a appelés les cousins par alliance, Privato et Dmitriev, qui ont été, eux, les patrons du Gosfilmofond et qui ont joué un rôle absolument essentiel, à la fois dans le parcours de Borde, dans le tissu le réseau qu'il a tissé avec tout ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, puisqu'il a vraiment été très proche de toute une série d'archives de cette autre Europe, la RDA par exemple, Berlin-Est, l'archive yougoslave bien sûr, les Tchèques aussi, les Bulgares bien évidemment. Donc il y a toute cette ouverture internationale qui passe par cette famille FIAF qui a joué un rôle absolument central, à la fois dans son itinéraire et dans l'histoire des collections aussi, bien sûr. Oui, ce contre-réseau culturel, comme ça, il est fondamental pour déterminer là aussi l'identité de la Cinémathèque, puisque en effet, ça s'est vraiment constitué, d'abord, parce que Bailly, ça arrive un petit peu plus tard quand même en réalité, contre Paris. N'oublions pas que justement, Borde fait partie des rédacteurs de Positif à un moment où Positif est encore installé à Lyon. Et lorsque ensuite, après son retour de la guerre d'Algérie, Charder part de Positif dans des termes un peu, on va dire, fâchés, il crée une autre revue à Lyon qui s'appelle Premier Plan, qui va exister pendant toutes les années 60. Et Borde en sera un contributeur, un collaborateur très régulier comme ça. Voilà. Et ensuite, les autres revues auxquelles il va contribuer, ce sont notamment les Cahiers de la Cinémathèque à Perpignan. Les deux seules revues parisiennes auxquelles Borde collabore en fait régulièrement, parce que je passe sur la Dépêche du Midi, enfin des choses comme ça, etc. C'est Les Temps modernes, en effet, et puis un petit peu plus tard, Midi Minuit Fantastique, qui est édité par Eric Losfeld, justement, mais ça c'est le réseau surréaliste. Voilà. Puisque après Positif s'installe à Paris. Mais je veux dire, en fait, au départ, en fait, ils sont lyonnais. On a véritablement, en fait, aussi là, cette dimension qui est tout à fait essentielle, puisque on est convaincus, Natacha et moi, que c'est aussi toujours dans ce rapport cette recherche de complémentarité que Borde se situe lorsqu'il parle de la Cinémathèque. Il s'agit toujours d'être complémentaire de ce qui existe déjà par ailleurs, ce qui est une forme en fait de justification, de légitimation et d'explicitation de sa démarche. Donc ça, c'est vraiment en fait tout à fait essentiel. Il fait vraiment la Cinémathèque depuis Toulouse et pas seulement à Toulouse et dans ce réseau en effet là. Pour ce qui concerne la question que tu as posée, Christian, sur les archives, alors non, en fait, malheureusement, Borde n'a pas tout inventé. Et donc on peut dire que, bien avant lui, et Henri Langlois dès 1936 avait envisagé, il a commencé à collecter des documents non-films, comme on dirait donc en effet aujourd'hui, des scénarios, des affiches, des documents promotionnels, des photographies. C'est quelque chose qui existe dans toutes les cinémathèques, et y compris dès les années 40, après la Cinémathèque française à Bruxelles, mais aussi à la Cinéteca de Milan, à Moscou, etc. Il n'en reste pas moins que Borde en fait poursuit cette démarche. Il délègue d'ailleurs en fait cette tâche à des conservateurs adjoints, dont l'un d'entre eux est ici présent, Guy-Claude Rochemont. Il fait travailler aussi des jeunes gens qui travaillent avec lui sur la photographie et sur les photographies, à des fins d'ailleurs en fait de valorisation de la démarche historique. Je pense à Jean Hector qui est aussi ici présent, parce que Jean Hector a fait beaucoup de tirages photographiques pour justement des expositions, des choses comme ça, etc. Donc il y a un travail en effet qui est un travail de recension, de catalogue
catalogage un peu maison, on va dire, donc à cette époque-là, en tout cas d'identification, de valorisation de ces collections papier, qui est, lui, en revanche, c'est vrai, tout à fait intéressant, mais on trouve ça aussi à la Cinémathèque française à partir du moment où celle-ci peut organiser, dès 1945, un certain nombre d'expositions qui valorisent justement en fait, le patrimoine non-film justement de l'institution patrimoniale. En l'occurrence, dans le cas de la Cinémathèque de Toulouse, il a fallu, à partir des années 70, trouver des lieux à l'extérieur de la Cinémathèque, c'est une problématique qui, je crois, en fait, est toujours la même aujourd'hui, pour exposer les collections d'une très grande richesse aux Augustins ou ailleurs, aux Jacobins aussi. Enfin, il y a eu plusieurs expositions comme ça dans les années 70 et qui ont permis la valorisation, en effet, de ce patrimoine non-film qui est désormais, il faut le dire, donc aussi important et même plus important sur certains aspects que ce qui existe ailleurs en France. Je ne me prononcerai pas au niveau européen, mais je reviens toujours, quand je parle de la Cinémathèque de Toulouse, je parle toujours de la collection d'affiches. La collection d'affiches de cinéma est la plus belle, la plus grande, la plus importante collection d'affiches de cinéma de France. Avec 70 000 affiches, c'est à peu près 2 fois plus qu'à la Cinémathèque française. Enfin, 80 000, oui. Moi, j'en étais resté à quand... Voilà, j'ai quitté la Cinémathèque il y a déjà longtemps. Voilà. Mais enfin, c'est vrai que c'est une très très belle collection et tout à fait unique en son genre, quasiment unique en Europe en réalité. Cette dimension-là, elle est vraiment très présente, c'est vrai, dès l'origine. Elle vient aussi heurter l'histoire de la Cinémathèque parce qu'il faut trouver des espaces pour stocker tout ça. Et ça, cette logique spatiale, on a aussi voulu la faire ressentir dans le livre, c'est-à-dire la manière dont Borde cherche toujours des nouveaux lieux. D'abord, un petit local dépendant de la Bibliothèque du patrimoine ici à Toulouse. Donc, on traverse aussi une topographie toulousaine avec ça. Un sous-sol, une cave à l'École des Beaux-Arts. Ensuite, dans la banlieue, en périphérie de Toulouse, à Fonce-Grive, en fait, chez Robert Haribo, donc les films. Puis le Vernet, etc., etc. Et donc l'école Bonnefoy, enfin voilà. Donc il y a toujours une problématique de lieux très complexe à gérer, où il faut gérer plusieurs lieux en même temps, et qui est un élément évidemment qui montre que là aussi on apprend de manière très pratique ce que c'est que la gestion du patrimoine. Puisque moi qui ai fait pour le coup une école pour ça, la première chose que j'ai appris, c'est gérer du patrimoine, c'est gérer le manque d'espace. On gère tout le temps le manque d'espace quand on gère des collections patrimoniales. Voilà, et sur la question de la matérialité, Christophe, oui. c'est ça que tu décris, c'est fondamental, et c'est une question qui passionne Borde. Il est passionné par cette question-là. Il a écrit plein de trucs là-dessus. Voilà, oui. et il est passionné par ça. Et c'est ça qui est aussi très intéressant chez lui, c'est qu'il n'oppose absolument pas le travail intellectuel et le travail manuel. Et il n'y en a pas un qui est plus légitime ou moins légitime que l'autre. C'est des choses qui vont ensemble et qui doivent aller ensemble. Et il les traite ensemble. Et pour revenir sur cette question du non-film, il y a aussi, à ce moment-là, dans les années 60 et 70, une appétence chez Borde aussi pour les revues. Il y a vraiment une chasse systématique aux revues qui est menée. Je pense notamment à toute la correspondance avec Claude Belly, où il est très très souvent question de ça, où Belly chasse pour lui à Paris, et il complète les collections, parce que tout est absolument... Francis Courtade aussi, Francis Courtade, voilà. Et toutes ces listes sont parfaitement tenues. Borde adore ça. Il liste, il complète, et Belly est vraiment une antenne à ce moment-là très précieuse à Paris. Alors là, pour les revues, je peux témoigner là comme historien, puisque c'est à Toulouse que j'ai trouvé la meilleure collection de revues de cinéma, lorsqu'il s'agit de se poser une question qui était pourtant nationale et internationale. Comment le Festival de Cannes est-il né ? C'est à Toulouse que j'ai trouvé les réponses les meilleures en termes de documentation. Merci Raymond Borde et merci la Cinémathèque. Vous écoutez Natacha Laurent et Christophe Gauthier, co-auteurs du livre sur Raymond Borde, une autre histoire du cinéma, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 10 novembre 2022, en dialogue avec Christian Thorel et Olivier Loube. Effectivement, les lieux où l'on peut chercher m'amènent à, et on s'est posé la question avec Christian bien entendu, et à poser la question des échelles, mais de 2 façons. Alors d'abord, effectivement, il y a les échelles qui font que Toulouse, qui est du local, respire difficilement avec le national et trouve pleinement sa voie à l'international. Donc ça, c'est ces 3 échelles minimalement. Vous avez dépeint un parallépipède qui était assez trapézoïdal, malgré tout, dans sa configuration. Mais là, ces 3 échelles, comment fonctionnent-elles ensemble ? Plutôt historien que mathématicien. C'est ça. Donc, voilà. Comment fonctionnent-elles, ces échelles ? Et puis ça évolue dans son parcours. Comment arrive-t-il à trouver la place, finalement, de la Cinémathèque de Toulouse
à l'international par rapport à son conflit avec Paris. Et puis il y a une autre échelle, pour l'instant, dont on n'a pas parlé, et qui me permet de faire une courte citation dans la revue Positif en 1963. Raymond Borde écrit la chose suivante: « Toulouse fut une ville test, un foyer de cinéma extrêmement vivant, où ciné-club et cinémathèque s'épaulent, mordent sur le même public et finalement se complètent. » Cette histoire quand même qui part et qui traverse les ciné-clubs et la cinémathèque, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire malgré tout, une autre histoire du cinéma par en bas? Est-ce qu'au fond, cette histoire de la création de cinémathèque, avec un Raymond Borde qui est un intellectuel, il n'y a pas de doute à ce sujet-là, c'est quand même une histoire plus populaire du cinéma en France? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas si elle est plus populaire. Ce qui est sûr, c'est que cette naissance de la Cinémathèque de Toulouse, qui doit beaucoup au réseau ciné-club locaux, elle n'est pas spécifique à Toulouse. C'est-à-dire que ce lien originel entre ciné-club et cinémathèque, on le retrouve à l'origine d'autres cinémathèques. Je pense à la cinémathèque suisse. À Lausanne, oui, c'est tout à fait flagrant. C'est exactement ça. Voilà, et il doit y en avoir d'autres. À Milan, justement, on en avait parlé, donc c'est vraiment en fait un ciné-club qui était l'origine, et à la Cinémathèque française, mais c'est juste un ciné-club. Là, c'est pas un réseau au niveau d'une ville. Alors que ici, on avait deux ciné-clubs différents, avec des réseaux différents. Oui. Borde a travaillé, je ne dis pas qu'il a appartenu, il a travaillé avec l'un et l'autre, pas toujours en même temps, et en fait, il s'est servi des deux pour construire ce réseau local. Mais la question des échelles, effectivement, elle est fondamentale. Je ne suis pas certaine qu'on puisse établir une chronologie de succession, c'est plus un entremêlement des échelles, et qui joue d'ailleurs de différentes façons. Parce qu'il est clair que l'échelle internationale qui s'ouvre en 1965 officiellement avec l'intégration de la Cinémathèque de Toulouse dans la Fédération internationale des archives du film, la FIAF, ouvre effectivement un horizon à Borde qu'il attendait, je pense, qu'il a cherché, et qui lui permet de déployer véritablement ce contre-réseau, cette idée d'un contre-réseau, mais à une échelle décuplée, quoi, et dans laquelle il s'investit énormément. C'est-à-dire qu'à partir de 1965 et jusqu'à 1990, il occupe toujours des postes importants à la FIAF, il ne rate aucun congrès, il suit tous les symposiums, il est très actif, il est toujours membre du comité exécutif, et il est connu à l'intérieur de la FIAF, il fait figure d'intellectuel. Voilà. Il est l'intellectuel, il est celui qui théorise. Il est d'ailleurs missionné par Ledoux très tôt pour réfléchir à ce qu'est une cinémathèque et à l'évolution des cinémathèques. Donc il a un rôle très particulier à l'intérieur de la FIAF, et ça, je pense que c'est un élément quand même très très important. Hein. Alors pourquoi est-ce que d'ailleurs en fait il est considéré comme un intellectuel? C'est pour des raisons quand même qui sont des raisons très rationnelles. C'est-à-dire que Raymond Borde a un doctorat en économie politique quand même, donc c'est pas le cas de tout le monde, hein, donc c'est quand même un diplôme relativement rare à l'époque. Deuxièmement, il a travaillé quand même pendant 8 ans avec Jean-Paul Sartre au temps moderne, donc au niveau international, c'est quand même en fait quelque chose qui évidemment a une certaine aura. Et troisièmement, il a déjà écrit des livres, dont L'Extricable, qui a un rayonnement international dans toute l'international surréaliste. C'est peut-être une transition avec la suite. Hein. Voilà. C'était prévu aussi. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. On va très vite arriver à L'Extricable, mais pas encore. On va rester encore un peu sur l'archive et la cinémathèque, parce qu'il écrit, c'est la conclusion de son livre sur les cinémathèques de 1983, pas le second. S'il y a un équilibre à défendre, je l'ai un peu remanié pour que ce soit compréhensible. S'il y a un équilibre à défendre, j'ai peur qu'à la faveur des mutations, les deux personnages essentiels dans une archive du film deviennent l'ingénieur et le juriste. Je sens la double pression de la technologie et du droit sur ce qui, au départ, est un produit littéraire, sentimental, sensible, ludique et visuel. J'ai sous les yeux quelques exemples qui m'inquiètent. Dans la cinémathèque fiction de l'an 2000, on l'a dépassé, je vois des laborantins en blouse blanche immaculée et des hommes de loi, des avocats anglo-saxons, il a raison, les anglo-saxons c'est les pires, des mécaniques du copyright. Ce que je cherche comme une épave dans ce monde glacé et prémonitoire, c'est la passion du cinéma. Alors, effectivement, il a un doctorat en économie, c'est un homme de la raison, c'est un homme qui a travaillé dans l'administration. Pour autant, justement, c'est peut-être parce qu'il a une connaissance de l'administration. Et finalement, on sait aujourd'hui que la cinémathèque, quand elle a des problèmes, c'est qu'elle se heurte aussi à l'administration. Certes, elle sait mettre en ordre des choses. On a passé le temps des bricolages pour les expositions. Mais ça, c'était juste des vieux regrets d'imbéciles comme moi. Mais voilà, on s'est ordonné. Mais des fois,
on a peur que d'en haut, quelque chose de beaucoup plus fermement ordonné ne provienne. Et ça, c'est aussi l'auteur de l'Extricable qui dit ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette conclusion, en réalité, de cette première édition du livre de Raymond Borde sur les cinémathèques en 1983, il la reprend dans l'édition de 88 et il va la développer dans ce qui sera son dernier livre co-signé avec Freddy Buach en 1997, qui s'appelle La crise des cinémathèques et du monde. Justement, donc, il anticipe sur, alors au-delà même de l'an 2000, la cinémathèque du futur, qui serait une cinémathèque partagée comme ça entre, pour le dire vite, des scientifiques sans conscience et des juristes sans amour. Il prétend qu'on doit ménager une place dans ce monde-là à donc alors un métier qui est le métier qu'on, je crois, on a tous et toutes rêvé de faire, toujours imaginé pouvoir faire, mais ça n'est qu'une utopie non réalisable, c'est-à-dire le métier de regardeur de films, qui consisterait à voir des films toute la journée, les identifier, prendre des notes, pour pouvoir en fait s'approprier la collection en substance. Ça, c'est assez fascinant, comme si finalement, à un moment, tout allait disparaître. Les catalogues, les films, etc. Et qu'il fallait, comme dans Fahrenheit 451, des hommes ou des femmes mémoires comme ça qui soient en mesure en fait d'avoir une sorte de mémoire absolue en fait du cinéma. Bien. Donc on a en effet, et particulièrement en 97, une vision un peu apocalyptique, on peut le dire, de l'avenir des cinémathèques. Un film qui est sorti hier qui s'appelle Armageddon Time, c'est un peu ça quoi en fait. Donc si vous voulez, mais avec en effet quelque chose qui est pas complètement idiot dans la mesure où aujourd'hui très clairement et depuis en fait une vingtaine d'années, c'est une mutation que nous avons connue nous-mêmes. Il y a des juristes, il en faut, sinon en fait on peut rien faire avec les films des collections parce qu'en fait il n'y a pas de droit. Enfin tout ce temps finalement en fait un petit peu à la fois corsaire, pirate comme on voudra, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait sur les films, et bien c'est complètement terminé. Et puis la restauration est vraiment entrée, on peut dire, alors c'est un peu idiot de dire ça, c'est un peu naïf même, dans une sorte d'âge scientifique, mais qui induit tout simplement en fait des savoir-faire techniques qui étaient autrefois des savoir-faire techniques sur la pellicule, qui doivent demeurer aujourd'hui, qui sont des savoir-faire d'ingénierie informatique, qui sont en fait essentiels aujourd'hui. Donc ça, il l'a bien perçu, hein, on peut le dire. Est-ce que c'est pour autant aussi le Borde de l'Extricable, justement, qui dit ça ? Oui, en partie, mais parce que, en fait, je crois que à la fois le moteur de Borde dans son action, c'était le plaisir, plus qu'encore l'amour, le plaisir procuré par le cinéma. Et la crainte de Borde, c'était que finalement, l'entrée des cinémathèques dans un âge institutionnel, on pourrait dire, fasse disparaître cette notion de plaisir. De la même manière qu'il était très opposé à l'inscription du cinéma dans les écoles. On a publié un extrait en fait là-dessus, extraordinaire, dans une revue d'enseignement. Il s'adresse à des enseignants du secondaire et du primaire en leur disant... Non, surtout pas de cinéma dans les écoles, parce que ça va être enseigné comme le latin, ça va être enseigné comme le français. Les jeunes gens vont avoir une seule idée, en fait, on va retenir de ça que des classiques scolaires, et tout plaisir disparaîtra. Mmh. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est là où on retrouve en fait le Borde surréalisant, le Borde de l'extricable, c'est dans cet attachement charnel, physique, extrêmement fort et qui fait du personnage quelqu'un de très attachant en fait de ce point de vue-là, à cette notion de plaisir qui doit gouverner quand même ce qui reste du travail par ailleurs. Voilà. Alors en même temps, le texte que tu as lu, Christian, il est visionnaire. Et ça, à plusieurs reprises dans ces textes, c'est clair que c'est quelqu'un qui est capable d'une vision et qui l'a anticipé sur des évolutions qu'il pressent. Je pense qu'à ce titre, il est emblématique aussi de la génération des archivistes du film à laquelle il a appartenu. Et il est emblématique de cette période qu'il a contribué à construire parce qu'il est un des très grands acteurs de ces pratiques telles qu'elles se sont organisées à ce moment-là. Et à ce moment-là, les cinémathèques étaient dans une zone qui était protégée de toute une série de processus, d'acteurs, de dispositifs qui sont fondamentalement liés au marché. Et Borde a écrit là-dessus, a écrit justement sur cette nécessité de protéger les cinémathèques d'une économie de marché qui viendrait justement remettre en question et mettre en danger un certain nombre des prérogatives, des libertés aussi, je pense, des cinémathèques. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il dit. C'est qu'il voit les libertés, il voit les possibles des cinémathèques se restreindre. Et fondamentalement, avait-il à ce point tort ? Je pense qu'on peut se poser la question. Et on n'est pas complètement sûr que le temps de la flibuste soit terminé, quand même. On peut croiser de ci, de là des corsaires, quand même, qui s'attribuent des droits, enfin, tous ceux qui évoluent un petit peu, même à la marge. Dans le monde du cinéma, on voit bien qu'il y a des récupérations possibles, ou même des récupérations dans les fonds travaillés par les cinémathèques, soigneusement conservés, restaurés,
et qui se retrouvent être ayant droit et venant empêcher les cinémathèques qu'ils ont conservées de les exploiter ou ne pouvant le faire qu'en payant des soultes par rapport à des documents qu'ils n'ont absolument pas contribué à conserver. Ça, c'est quelque chose quand même qu'on doit se dire, et la patrimonialisation sur laquelle, Natacha, tu as tant travaillé, et avec Christophe, évidemment, vous êtes évidemment des vigies. Hein. Alors, ce texte est phénoménal que tu évoquais. L'amour du cinéma se mêle au plaisir de la découverte. Et c'est là où on voit que les auteurs, quand ils travaillent durablement dans des archives, deviennent leur objet, puisque tu opposes, comme il le fait lui-même, enfin, cette histoire du plaisir et de la découverte. Il est joyeux et spontané et n'exige aucun médiateur, mais il n'est pas donné à tous, il reste une vocation et en ce sens un privilège. Il ne s'apprend pas sur les bancs d'une école, mais dans les salles. Or, voici qu'il s'agit de faire du cinéma une matière de programme entre l'équation du premier degré, les parallélépipèdes et la version latine. Bon, alors, si on passe sur cet ajout, ce qu'on retrouve malgré tout, et à travers le titre de l'extricable, quand même, nous connaissons tous l'inextricable, mais l'extricable. Hein, c'est une création de surréaliste, hein, effectivement. Et ça, cet aspect de la qualité d'écriture, et c'est ce vers quoi on voulait aller avec Christian aussi maintenant, c'est quelque chose qui est absolument remarquable et qu'il faut signaler. Or, vous avez une expression qui est un peu oxymorique dans le genre surréaliste à la fois, c'est de parler d'un surréalisme anti-moderne. Qu'est-ce que ça peut bien être que Raymond Borde, surréaliste anti-moderne? Je vais juste lire le premier paragraphe de l'extricable 1963. Ça, c'est l'édition de 70. Hein. Bon, ce livre, vous en parlerez tous les deux, pour dire combien il a pu compter pour les jeunes qui ont fait leur culture politique dans les années 60. Hein. Le chapitre premier s'appelle « Un canasson ». Les ventres sont pleins. Les routes se couvrent de voitures. Le silence est maçonné de bruit. Le temps qui passe ne nous appartient plus. Autre chose apparaît, un fascisme à l'envers où la multitude opprimée par un individu devient un individu opprimé par la multitude. Nous sommes transpercés. Les lendemains qui chantent sont des lendemains qui gueulent. Nous évoluons aux limites du tolérable avec l'amertume d'avoir tout fait pour ça. Alors, le livre est une espèce de brûlot incroyable, bon, dont peut-être vous allez nous dire quelques mots, mais surtout cette écriture qui reste, et que ça pourrait être paru hier matin, oui, tout à fait. Me semblerait oui. Tout à fait... Alors il y a plein de choses. Il y a l'extricable et le surréalisme, il y a l'écriture et il y a la question de l'antimoderne. Donc parlons déjà en fait de l'extricable. L'extricable est un pamphlet en effet qui paraît en 1963, à un moment où Borde, d'une part, a été chassé quand même, on l'a pas dit tout à l'heure, du Parti communiste en 1950. On va parler du communisme tout à l'heure. On va reparler oui, parce que c'est difficile de parler du surréalisme avant de parler, voilà, donc il a été chassé du Parti communiste en 1958. On pourra faire des flashbacks, oui, bon, d'accord, ok, très bien. Donc il s'est rapproché du mouvement surréaliste, il connaît très bien Breton, il s'est rendu à plusieurs reprises à Saint-Cyr-la-Popie, etc. Et donc il écrit ce texte qui paraît chez Losfeld, qui est un texte très admiré par les surréalistes, non seulement en fait ce qu'il reste de la première génération encore autour de Breton, en fait il n'y a plus grand monde en réalité à part Breton et je crois encore Benjamin Perret qui reste fidèle à Breton. Donc cette nouvelle génération qui ont intégré en quelque sorte le groupe dans les années 50, que Borde connaît d'ailleurs depuis Positif, hein, des gens comme Ado Kirou, des gens comme Robert Benayoun qui est pour moi en fait peut-être l'un des plus grands critiques cinématographiques du XXe siècle. José Pierre, Gérard Legrand, etc. Enfin voilà, Goldfein, oui, Jean Benoît du côté artiste, qui sont membres de ce groupe dans ces années-là. Et alors des Toulousains, dont Adrien Dax, le peintre Adrien Dax, qui était un ami très proche du couple Borde, hein, donc ce qui est une manière, parce qu'on n'a pas parlé de Colette encore. Voilà, de rendre hommage à Colette Borde, qui n'est pas là ce soir, pour qui nous avons une pensée, qui n'est pas loin d'ici. Donc voilà. Et donc du coup, ce livre est un livre qui est un brûlot, en effet, contre le Parti communiste, la société de consommation, la bagnole, la maternité, le tourisme, le bruit, bref, contre la modernité et la société de consommation, mais aussi contre un certain nombre d'invariants qui font que le monde est encore monde, c'est-à-dire en effet la famille, la maternité, la paternité. Et ce livre se termine par, c'est tout à fait passionnant, un éloge de la paresse, ce qui est en fait assez fou quand on imagine en fait l'homme suractif en fait qui était Borde, quoi. Enfin voilà, une sorte d'éloge, d'appel à la paresse, quoi. Donc lâchez tout, hein. C'est la fameuse phrase de Breton, lâchez tout, lâchez tout. Et alors, c'est un livre qui a été une vraie révélation, hein, je crois. On a retrouvé en fait une lettre de Buñuel à Borde,
formidable qui est dans les archives de la Cinémathèque. Borde lui écrit pour lui demander une autorisation en fait, de retirage de l'âge d'or, et Buñuel lui dit « Mais à propos, si vous avez un exemplaire de l'extricable, envoyez-moi quelques-uns, parce qu'en fait, je le fais lire à tous mes amis. » Donc voilà, donc il y a vraiment en fait un rayonnement à partir de ce livre en réalité. C'est un livre qui marque à la fois une inscription complète de Borde dans le mouvement surréaliste de ces années 60, qui est un mouvement très inscrit contre ce qu'on va appeler quelques années plus tard la lutte, le combat contre la société de consommation. Et la toute dernière exposition surréaliste organisée du Vivant de Breton en 1965 est une exposition contre la société de consommation à laquelle d'ailleurs Borde participe. Borde a participé à une exposition surréaliste internationale en 1965 à Paris, ce qui est quelque chose qui est assez oublié. Ça, on l'a vraiment redécouvert. En fait, on ne le savait pas. Enfin voilà. Bon. Et puis, par ailleurs, ce qui est quand même très intéressant, c'est que du coup, il y a une sorte de mouvement à la fois qui adhère à une forme de modernité artistique qui est celle portée par le surréalisme, mais qui n'est plus tout à fait la contemporanéité, si je puis dire, dans les années 60, et qui amène aussi Borde à se prononcer très virulemment contre toute une peinture contemporaine qu'il considère comme étant peu travaillé, qui abandonne en réalité l'artisanat, qui abandonne l'art du glacis, l'art de la peinture, tout ça, etc. Et donc avec quelques textes en fait sur l'art contemporain signés par Borde, en général en préface à des publications de dessins érotiques ou pornographiques, mais qui sont des textes assez passionnants, où on s'aperçoit qu'en réalité il conchit véritablement donc cet art contemporain qui a commencé à mal tourner depuis l'Olympia de Manet, quoi, en substance. Voilà. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant de voir cet homme très attentif en réalité à toute l'évolution du cinéma, mais en même temps très rétif à l'égard de la nouvelle vague, très attentif à cette vraie modernité, cette vraie utopie du XXe siècle et le surréalisme, et en même temps très rétif à cette autre modernité picturale donc, qui s'exprime. Alors, c'est les gens qui vraiment s'en prennent plein la poire. C'est Klein, enfin des gens comme ça, etc. Nicolas de Staël, tout ça, etc. C'est pour ça que on s'est dit que c'était assez proche de ce qu'Antoine Compagnon, dans un livre désormais célèbre, qualifie d'anti-moderne, c'est-à-dire des gens qui sont passés par la modernité, dont participe d'ailleurs au XXe siècle le Parti communiste et l'engagement communiste, qui ont été traversés par cette modernité, qui ont pensé cette modernité et qui, en même temps, à un moment s'en détachent, mais sans être pour autant opposés foncièrement à la modernité. C'est plus, en fait, des gens qui s'inscrivent en contre, en quelque sorte, dans une société contemporaine. Voilà. C'est ce qui nous a permis, en fait, un petit peu de justifier cette dimension d'anti-modernité dans, je dirais, la part surréaliste de Raymond Borde. Plus un contre-moderne qu'un anti-moderne. Alors. Plus un contre-moderne qu'un anti-moderne, parce que Borde était, on l'a dit, et là, je vais peut-être laisser Natacha reprendre la parole, un polémiste né, un écrivain, un styliste absolument magnifique. Et donc, quand on est polémiste, quand on est pamphlétaire, on est contre aussi quand même. Voilà, c'est le propre du pamphlet, quoi. Je peux partir là-dessus sur le fait que c'est quelqu'un qui effectivement aimait la confrontation. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait le conflit. C'est quelqu'un qui s'est construit aussi dans les ruptures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cohérence du parcours. Ça, c'est une question aussi qu'on s'est posée, bien évidemment. Et je pense que son premier engagement, qui est finalement la première utopie qu'il a embrassée, qui est l'une des utopies les plus importantes du XXe siècle, c'est l'engagement communiste. Ce qu'on a vu avec Christophe, c'est que cet engagement communiste a peut-être été assez court, mais il a été absolument fondateur. Alors on a essayé de le reconstituer, et c'est sans doute là qu'on a eu les plus grandes difficultés en termes de sources, c'est l'engagement de jeunesse. Et on n'a jamais pu dater avec précision une chose très simple, c'est la date d'entrée de Borde au Parti communiste, ce qui n'est pas anecdotique, parce qu'adhérer au Parti communiste au début de la Deuxième Guerre mondiale ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ou en 1939. Ou en 1939. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a partagé cet engagement communiste. Il a été militant à Toulouse. On n'a pas pu retrouver dans quelle cellule. On a essayé de reconstituer malgré tout. Grâce à un très beau fonds d'archives que Colette Borde a déposé à l'Université de Toulouse 1, Capitole, on a pu vraiment voir qu'il s'est vraiment formé très sérieusement au marxisme. C'est vraiment quelqu'un qui a été très exigeant là-dessus, qui a eu une formation très poussée sur le marxisme. Il a été initié à la philosophie par Georges Canguilhem, qui est une très grande figure de la philosophie, très grande figure, on l'oublie très souvent, du lycée Fermat, puisque c'est au moment, avant la Seconde Guerre mondiale, que Georges Canguilhem enseigne la philosophie à Fermat. Il est absolument passionné par les cours de Canguilhem. Il a gardé des notes extrêmement précises qu'il avait archivées jusqu'à la fin de sa vie. Et cette formation au marxisme, il la poursuit donc après la Seconde Guerre mondiale, en s'inscrivant à l'université,
Capitole, en faculté d'économie, où il a des cours très poussés sur l'économie, bien sûr, sur Keynes, sur Marx. Il a des correspondances avec Jean Bouvier, à l'époque, qui le consulte sur toute une série de questions techniques sur des interprétations du marxisme, et il rédige une thèse qu'il soutient en 1954, vous allez me dire au pire moment, sur la pensée économique de Joseph Staline. Le sous-titre, c'est « Introduction à l'étude des problèmes économiques du socialisme en URSS », juste au moment où Staline vient de mourir. Bon, ça tombe pas très bien. Mais il faut dire qu'au même moment, il écrit Panorama du film noir américain avec Étienne Chommeton. Donc en fait, il fait les deux en même temps. Voilà. Et ça, c'est tout board. Je pense que là, c'est tout board, quoi, en fait. Voilà. On a à la fois le marxiste, parce qu'il est marxiste à cette époque-là, profondément marxiste, et en même temps le fin connaisseur du film noir américain et le grand amoureux du cinéma américain. Et dans un contexte donc de guerre froide, quoi, en réalité encore. Quoi. Donc absolument. C'est assez fascinant de voir qu'on a quelqu'un qui est capable, en fait, de penser justement en fait la pensée économique de Joseph Staline, et d'un autre côté, en fait, de voir des dizaines et des dizaines de films noirs, tant qu'il peut en voir, avec Étienne Chommeton. Alors que ce cinéma américain est complètement conspué à longueur de page dans les lettres françaises à l'époque. Donc on a vraiment là quelque chose qui est assez fascinant dans cette diversité, cette polyvalence en fait de l'intellectuel qui au fond cherche un peu à tout embrasser. Hein. Donc là il y a quelque chose d'assez polyvalence, ambivalence. On parle de l'ambivalence qui était chère à Pierre Laborie. On en parle en conclusion parce que c'est peut-être une ambivalence aussi. Hein. Donc une pédagogie des contraires. Une pédagogie pour parler des contraires, comme parler comme Pierre Laborie, absolument. Pédagogie Mais des contraires. quand même. Et ça se voit aussi dans des extraits que vous citez. D'abord, il a une correspondance avec Robert Aldrich, que vous donnez et qui est formidable. Qui est exposée à la Cinémathèque, je précise en ce moment, actuellement, puisque j'ai pris le temps de visiter l'exposition aujourd'hui. Et donc voilà, elles sont sous vitrine. Et qui est un échange formidable sur ce qu'est la critique. Lorsque, nous dit-il, on ne peut pas être critique si on ne connaît pas humainement les réalisateurs dont on parle, et il cherche ce contact, et Aldrich lui répond de façon enthousiaste en fait par rapport à son travail. Et c'est dès 1959 et ça aussi vous le donnez à lire, qu'il y a quand même en quelque sorte, non pas cet antidote, mais enfin, parmi ces trois passions, ces trois utopies, celles que vous signalez, c'est-à-dire le surréalisme, le communisme et le cinéma, ou la cinéphilie cinémathèque telle qu'il l'a, il écrit quand même en 1959 « Nous rejetons le critère du réalisme socialiste. L'amour fou, le bizarre, le fantastique, les désirs sexuels ont été rayés d'un trait de plume par la critique stalinienne. Ce scoutisme à rebours. » Une bonne définition du réalisme socialiste. Le réalisme socialiste comme étant du scoutisme à rebours. Ce scoutisme à rebours ne vaut pas mieux que la morale bourgeoise. Et si nous rêvons d'un cinéma libérateur, nous n'avons aucune raison de nous soumettre à une ascèse qui n'est qu'une variante du conformisme. C'est la date qui est phénoménale. 1959, écrire ça. Alors on voit bien qu'effectivement son socialisme est un socialisme devenu anti-stalinien. Quand bien même il est un spécialiste, ou peut-être justement parce qu'il est spécialiste de l'économie. Et donc, est-ce qu'on peut le catégoriser comme anti-totalitaire ? Natacha, je pense que ça, c'est quand même une question pour toi. Oui, c'est une question. J'ai des étudiants dans la salle et ça fait plusieurs jours qu'on n'arrête pas de parler de modèle totalitaire, d'école totalitarienne, donc on est dedans. En tous les cas, ce qui est sûr, Olivier, c'est que sa prise de conscience, qui n'est pas non plus très originale à l'époque, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même le choc de 56, de Budapest, du 20e congrès, des évolutions de la Pologne, font qu'un certain nombre d'intellectuels communistes français prennent leur distance avec le Parti communiste. Il se trouve que Borde en a conscience très tôt, le formule très tôt et le publie très tôt dans La fin du stalinisme, dès janvier 1957, qui est un article qu'il publie dans Les Temps modernes. Il prend sa distance et dit, au fond, je n'ai jamais été stalinien. Trotskiste peut-être, mais stalinien jamais. Et en 58, dans un autre article, 13 mai, Vue de province, c'est cet article qui provoque effectivement son exclusion du Parti communiste. Alors, ta question est vraiment intéressante parce que on s'est posé la question avec Christophe, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui reste du marxisme chez Borde ? Il a été profondément marxiste, il s'est formé vraiment de façon très sérieuse au marxisme. Qu'est-ce qui reste de cet engagement tout au long de sa vie ? Et on le retrouve, cet engagement, dans l'extricable. On le retrouve d'une certaine façon dans la FIAF et dans les positions qu'il a prises au sein de la FIAF, c'est le refus de l'aliénation. Le refus de l'aliénation, un amour immodéré pour la liberté, je pense que ça c'est vraiment très 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 important. Ça explique, on n'en a pas parlé non plus, mais c'est aussi dans ce contexte qu'on peut replacer son engagement anticolonial. On peut aussi lire le conflit avec l'Anglois, on peut aussi le lire à l'aune de cet attachement
à la liberté. Et vraiment, ce refus de l'aliénation, on est persuadé avec Christophe que c'est vraiment quelque chose qui est lié à sa culture marxiste. Donc, effectivement, on peut, dans ces cas-là, peut-être le rattacher à un refus du totalitarisme. Alors c'est vrai que dans la gamme des anti, on n'a pas parlé de l'anticolonialisme, mais quand même. Et pour sa génération, donc, vous citez un article qui est dans Positif en 1962, et toujours par le prisme du cinéma, et où il dit, au fond, il n'y a pas de film sur la guerre d'Algérie. Voilà. À propos de la guerre d'Algérie. Et donc, là, c'est pas que la guerre sans nom, c'est le cinéma sans objet. Là, oui, en fait, c'est quand même un des rares à s'être prononcé sur l'absence relative d'un cinéma qui aborderait la guerre d'Algérie. Alors, il y a des films qui abordent cette question, mais qui n'ont pas été autorisés à être montrés avant 1962. Donc, je pense évidemment au Combat dans l'île. Enfin, c'est des films dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il écrit l'article. Même Cléo de 5 à 7, qui n'a pas pu sortir justement avant juillet 62. Et alors, oui, donc Borde est signataire, comme d'autres rédacteurs de Positif, du manifeste des 121, c'est-à-dire le manifeste pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. C'est un manifeste signé par 121 intellectuels, hommes et femmes, initiés en réalité par le groupe de la rue Saint-Benoît, autour de Blanchot, Marguerite Duras et Dionys Mascolo, et qui rallie à lui à la fois tout le sartrisme, parce qu'il y a des relais justement en fait du combat pro-FLN au sein des temps modernes, notamment en fait le secrétaire de rédaction Marcel Péju, qui est une figure très importante justement de ça, et puis tous les surréalistes. Breton signe le manifeste 121. Je signale en passant que, en fait, à l'exception de François Truffaut, qui connaît à l'époque un épisode anticolonial, aucun rédacteur des Cahiers du cinéma ne signe le manifeste des 121. Non, mais je le dis parce qu'en fait, des fois, voilà, comme ça m'agace un peu quand on me parle toujours en fait du côté très gauche bien pensante des cahiers, ça m'agace toujours un peu. Enfin voilà, donc c'est du côté de positif dans la critique cinématographique qu'en fait on lutte contre notamment la guerre d'Algérie. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, de très déterminant aussi. Après avoir quitté le PC, parce que c'est après avoir quitté le PC, on le sait, vraiment, au point que, ça on le sait, dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse, il y a une copie de ce film de Jacques Panigel qui s'appelle Octobre à Paris, dont on sait qu'il a pu le voir en projection clandestine dès 1961, au festival de 62, puisque ça parle en fait des manifestations du 17 octobre 1961 et de l'assassinat de dizaines d'Algériens à Paris à ce moment-là. On sait que le film, on en a quelques traces très très fines, circule dans les réseaux d'Algériens à Toulouse dans les années 60 et que Borde le fait circuler de manière clandestine. Donc il y a aussi par le cinéma aussi quelque chose comme ça dont on a peu de traces mais dont on sait que ça a existé, qui relève d'une forme de militantisme. Peut-être qu'aime faire une sorte de coda provisoire sur ce livre très particulier de Raymond Borde, le 24 août 1939, qui est donc sa seule fiction, qui est à la fois un recueil de nouvelles et une fiction un peu plus longue dans la première partie, qui s'appelle donc le 24 août 1939, dans laquelle il revient justement sur son appartenance au Parti communiste, et qui, en principe, déterminerait une date plutôt de la fin des années 30, 38, ou quelque chose dans ce goût-là. Donc un peu à la fin des années 30, je vais lire juste un tout petit passage de ce livre qui est très noir, un peu désespéré, mais désespéré aussi pour des raisons qu'on comprend très bien. La fin des années 30, et ce sont des années de très grande inquiétude. La guerre est aux portes. Voilà, il écrit « Tout le parti était pourri, de haut en bas, dans toute la France, jusqu'à cette section locale des jeunesses qui croupissait dans la poussière, entre les murs gris sales. Naturellement, la politique n'était pas une affaire d'impression. Pourtant, on aurait dit que cette lassitude, cette ambiance de paresse, de phrases toutes faites et de théories, plongeait au cœur des militants jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, jusque dans leur façon de voir le monde. C'était le 24 août 1939. Et pourtant, ce jour-là encore, il ne se passerait rien. La guerre venait, mais en fin de compte, personne n'y faisait attention. L'enthousiasme était mort, et avec lui la peur et l'intelligence. La guerre, pour eux, ce n'était plus qu'un mot, comme la Révolution. Alors ce texte, il m'a amené le manuscrit en 1994 en me disant « J'ai retrouvé ce manuscrit que j'ai écrit quand j'avais 20 ans,
Il était né en 1920, pour ceux Voilà, donc j'ai lu ce manuscrit qu'il avait écrit en principe quand il avait 20 ans. J'étais assez étourdi. Il m'a dit, dites-moi si je peux en faire quelque chose. Je vais appeler Joëlle Losfeld, qui est la fille de son précédent éditeur Éric Losfeld, à qui j'ai envoyé le manuscrit, qu'il a pris le lendemain de sa lecture. Il faut dire que c'est un livre exceptionnel. Bon, simplement, c'est un livre qui fait d'une certaine façon le lien, ne serait-ce que par le choix de l'éditrice, entre communisme et surréalisme. Bon, il y a quand même comme un grand principe d'incertitude qui préside à l'existence de ce livre et du temps de son écriture. On a du mal à penser qu'il l'a vraiment écrit à 20 ans. Alors c'est un livre très étrange parce qu'effectivement il se présente comme une fiction mais qui est truffé d'allusions qui sont autobiographiques et il mêle, là il perd quand même le lecteur, il joue avec le lecteur de façon très très habile. C'est ce texte en fait qui fait dire à certains qu'il a adhéré au Parti communiste avant la Seconde Guerre mondiale. On n'a aucune certitude sur le temps d'écriture de ce manuscrit. On n'a rien trouvé avec Christophe qui nous permet de valider dans un sens ou dans un autre. Donc on est dans une incertitude. Reste le texte en lui-même. Et le texte, effectivement, est extrêmement noir. Et surtout, il témoigne d'une vision qui nous semble, Christophe et moi, très difficile d'avoir. Effectivement, le 24 août 1939. Le 24 août étant, bien sûr, je vous rappelle, le lendemain de la signature du pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Donc voilà, une cellule du Parti communiste se réveille le lendemain de la signature de ce pacte qui a été évidemment une bombe pour les militants communistes. Et à la fois, c'est un texte d'une très grande maturité dans son écriture, dans l'expression, Absolument. Et pourtant, c'est la relation d'une très grande immaturité, enfin d'une jeunesse prise dans une très grande immaturité, dans une inquiétude et dans un désarroi. Et dans ce devenir prochain terrible. Et dans un désarroi moral. Et de ce point de vue-là, je pense que, alors ça, on renvoie aux travaux d'Olivier, ce désarroi moral de la fin des années 30, je pense que par contre, il est tout à fait bien perçu. On peut peut-être dire deux mots des photos que nous avons en fait insérées dans le livre, parce qu'il y a un petit cahier photographique, un beau cahier photographique. Il n'y a pas non plus 200 photos. Il y a quand même 16 photos. Et alors, il y a des photos très rares qui viennent notamment de la collection personnelle de Colette Borde et qui montrent Raymond Borde très jeune, comme on ne l'a jamais vu en réalité, vous le verrez, à 21 ans, donc à l'époque où il était au chantier de la jeunesse, dans le Comminges, qui était, vous savez, enfin une sorte d'équivalent du service militaire, donc créé à l'époque de Vichy, de l'État français. Il y a un certain nombre de photos, on le voit notamment avec, plus tard, les amis, les collègues avec qui, justement, il a travaillé, avec Jacques Ledoux, avec un certain nombre de dirigeants de Cinémathèque, avec Colette Borde, bien entendu. Il y a une photo, mais on voit Colette toute seule, avec Marco Ferreri, puisque Colette a eu aussi une activité de critique. Elle est celle qui a révélé Marco Ferreri au grand public, puisqu'elle a tenu, en fait, le premier entretien avec Marco Ferreri en 1959-60. C'est vraiment, là, quelque chose aussi tout à fait étonnant. Vous verrez, en effet, un certain nombre de ces images dans le livre. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, qui est une image où on les voit avec Buñuel Buach, pardon, et pas Buñuel Bual, Buñuel et Buach, dans les années 70, à l'occasion d'un festival de la FIAF à Mexico. Alors, si je vous montre cette photo, c'est parce qu'en fait, j'ai fait une intervention en séminaire il n'y a pas longtemps, où j'ai mis en regard une autre photo très célèbre, où il y a Henri Langlois, Renoir et Rossellini. Et les trois sont totalement sinistres, en fait. Et là, ils se marrent, mais comme des bossus, quoi, si vous voulez. Et j'en dis, vous voyez, on se marre beaucoup plus à la Cinémathèque de Toulouse qu'à la Cinémathèque française. Voilà. Ça montre aussi tout ce lien relationnel, toute cette question des relations, qui est très importante, évidemment, pour Borde. Et puis, ça permet de mettre un visage, quand même, sur un certain nombre des protagonistes, je dirais, de cette histoire. Moi, je voulais juste dire deux mots à l'occasion de ce que tu disais sur Colette, parce que pour nous, ça a été aussi important de proposer un autre regard sur Colette Borde, qui a souvent été présentée comme une simple assistante. Alors qu'en fait, ce qu'on a aussi découvert en travaillant, en consultant, en croisant les archives, enfin en mettant en œuvre la méthode de travail de l'historien, c'est qu'elle a joué un rôle beaucoup plus important probablement que celui qu'on veut bien lui accorder. Et là, on retrouve quelque chose qu'on connaît bien en histoire, et notamment pour l'histoire des femmes, c'est que leur rôle est systématiquement invisibilisé par des archives qui n'existent pas, par des sources qui n'existent pas, par des récits qui mettent d'abord en valeur des hommes plutôt que des femmes. Et c'est aussi une dimension importante de l'histoire de cette cinémathèque qui a été longtemps présentée et qui... parfois est toujours présentée comme une histoire masculine.
Et c'est aussi pour nous une façon, on y a tenu avec Christophe. Alors avec les informations qu'on avait, quand on travaille sur l'histoire des femmes, on est tout le temps confronté au manque de sources. C'est quelque chose d'absolument systématique et il faut gérer ces lacunes. Donc par exemple cette photo, pour nous, elle était essentielle. De rappeler que Colette Borde avait effectivement été celle qui a fait découvrir au public français Marco Ferreri. Et qui a écrit le tout premier article sur le Beauserge de Chabrol en 1958. En l'assassinant. En assassinant le film, c'est elle qui écrit le tout premier article en 1958 sur le Beauserge. C'est quand même le premier article sur le premier film de Chabrol, quoi. Enfin voilà, Colette Borde. C'est un petit article, mais c'est hyper intéressant, quoi, de découvrir ça en réalité, quand on travaille un petit peu de manière approfondie là-dessus. Et puis vous verrez, moi j'aime beaucoup là, parce que Colette, elle a une sorte de robe imperméable, là, des cheveux courts. Enfin, elle est super sur la photo. Elle est très moderne. Voilà, elle est très moderne. J'aime beaucoup cette photographie. Voilà. Voilà une question. Oui, j'ai une observation et puis plus qu'une question, j'aimerais bien que vous rebondissiez sur ça, en partant bien sûr de cette sorte de plaisir de l'antinomie de Borde et de la contradiction. Il se pose comme celui qui a plaisir et qui trouve nécessaire, indispensable de protéger et de conserver les films, en contraposition à l'histoire de les montrer, tout en nous disant qu'en fait, il ne faut pas être des laborantins qui mettent les boîtes sur les étagères, mais que le plaisir du cinéma se forme dans la salle, dans la liberté de la fruition et du voir. On a souvent... Oui, il y a beaucoup de sous-textes là. A souvent, en fait, Borde lui-même a opposé dans ses livres sur les cinémathèques la conservation et le spectacle, le patrimoine ou le spectacle. C'est le titre d'ailleurs en fait d'un numéro spécial de la petite revue Archives qui consacre à ça dans les années 80. Mais en réalité, ce qu'on a découvert, on peut le dire, c'est que Borde n'a jamais négligé le spectacle, la dimension spectaculaire. Ce qu'il a toujours révulsé, c'est que cette dimension prenne le pas, l'emporte, prévalent sur la question de la conservation et des collections, car pour lui, sans collection, sans conservation, pas de spectacle. Et justement, le contre-modèle, de ce point de vue-là, c'était Henri Langlois, qui pour lui était... Alors, il utilise souvent à propos d'Henri Langlois à la Cinémathèque française ce terme qu'on aime beaucoup, il dit montreur de films, et c'est vraiment le montreur d'ours, quoi, en fait. Si vous voulez, on a l'impression que c'est le saltimbanque, voilà. Alors que c'était un peu plus que ça, quand même, il faut quand même le dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a là quelque chose de très intéressant dans cette manière dont, finalement, il a aussi fixé donc, cette opposition entre patrimoine et spectacle, mais tout en, et on a retrouvé là des débats, notamment du conseil d'administration de la Cinémathèque dans les années 80, dont certains ici sont certainement encore les témoins et s'en souviennent peut-être, où il y a tout un débat sur justement la question de l'équilibre budgétaire entre la gestion des collections et la programmation. À partir de 1983 et de l'arrivée de Jean-Paul Gors comme administrateur de la Cinémathèque, après le départ de Pierre Cadars, qui a été directeur brièvement pendant quelques temps auparavant, Jean-Paul Gors, et ça figure ça dans des documents écrits, obtient à peu près les coups des franches pour la programmation. Et c'est d'ailleurs ce qu'évoquait Christian Thorel à propos de toute cette activité des années 80 à Toulouse, avec Ombre Blanche, avec d'autres lieux de spectacle, etc. Et Jean-Paul Gors fait, c'est vrai, cette programmation en très grande autonomie, mais Borde, qui est à l'époque président de la Cinémathèque, veille à ce que justement ça coûte, comme nous le disait Jean-Paul d'ailleurs, le moins d'argent possible, si possible, dans un équilibre maintenu entre la question des collections et la question du spectacle. Alors, le problème, c'est la terminologie, c'est opposer le patrimoine au spectacle. En fait, tout est patrimoine, tout fait patrimoine. C'est justement les collections et la programmation, et pas juste la conservation, quoi, en quelque sorte. Et là, juste pour terminer là-dessus, moi, il me semble que Borde a été victime d'une lecture simplificatrice de sa position, et qu'on a réduit effectivement son action et sa pensée, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien en dire, on l'a réduite à ça, justement, en disant il n'y a que la conservation. Ça fait partie aussi de cette autre histoire du cinéma, c'est qu'il n'est pas que dans la conservation, et pour lui, effectivement, la programmation fait partie de la conservation. Et ça, on l'a vu, il était aux manettes de la programmation dans les années 60 et 70. Pour les Sissi, il était complètement aux manettes de la programmation, pour confrontation, et il a plaisir à ça.
il a plaisir. Et alors, c'est une façon de programmer, c'est pas la même que celle de Jean-Paul Gors, complètement différent, mais il le revendique et il la revendique comme faisant partie, voilà, du travail d'une cinémathèque. Mais avec toujours cet équilibre qu'il théorise même. Il dit même que c'est 50-50 en termes de budget. C'est très clair. Il sentait que la question de la gestion des collections était ce qui allait être le plus facilement menacé, finalement, dans une institution patrimoniale. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus facilement menacé, même si il avait la conscience aiguë de l'impossibilité justement de cette transmission du cinéma s'il n'y avait pas conservation. Il lui revient d'avoir véritablement articulé les deux de manière, je dirais, presque théorique, ce qui a pu apparaître comme plus pragmatique dans d'autres institutions ou d'autres cinémathèques, parce que, à l'inverse, il est impossible de dire aujourd'hui qu'à la Cinémathèque française, il n'y a pas eu de conservation, sinon il n'y aurait pas la collection justement qui existe aujourd'hui. Voilà, évidemment, mais c'était des temps de polémique, de violence, de combat, de lutte, qui explique aussi un petit peu tout cela. Je voudrais terminer sur une note. On va dire que dans l'extricable, il y a tout ce passage sur voilà, les enfants, c'est pas possible. Alors, les enfants, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est une des choses qui, entre Colette Borde, Raymond Borde et Martine, mon épouse, et moi-même, a été un des aspects notables de notre relation. C'est qu'à un moment donné, nous, on a eu des enfants. Voilà. Et ça, c'est peut-être venu perturber les relations, en tout cas les rendre peut-être plus difficilement compréhensibles. Bon. Mais avoir des enfants ne signifie pas nécessairement savoir transmettre. Et à l'inverse, ne pas en avoir peut, en tout cas, la question de la transmission, elle a été, pour Raymond Borde du moins, résolue dans la transmission de la Cinémathèque. Et cette transmission s'est faite, elle s'est faite parfois de façon orageuse. Il y a eu effectivement la rupture avec Pierre Cadars. Et j'ai vu Jean-Paul, j'ai vu Pierre à ce moment-là. C'était douloureux pour chacun des deux. Mais il y a eu beaucoup de transmissions. Une transmission vers Jean Hector, vers Guy-Claude Rochemont, Pierre Cadars, Jean-Paul Gors. Puis il y a eu la transmission de la Cinémathèque. Il y a eu ce renouvellement de la Cinémathèque. D'abord, il y a eu Carole Desbarras, puis évidemment cette longue présidence donnée à Toscan du Plantier, la nouvelle administration par Jean-Paul, puis par Pierre, puis par toi, puis la nouvelle équipe. Voilà. Et cette Cinémathèque, elle continue avec Franck Loiret, Francesca Bosano, avec Franck Lubet. Elle continue de plus belle, elle est toujours aussi active. Finalement, des fois, si elle a des soucis, c'est que ces soucis, ils ne viennent pas des choses transmises par Borde, mais plutôt, on va dire, des administrations qui sont autour et qui en permettent la vie. Et bon, toute l'équipe de la direction en sait quelque chose, et moi aussi, puisque je suis au bureau. Voilà, mais ça continue. Et ça, quand même, c'est vraiment ce capital symbolique et ce capital physique extraordinaire transmis par Borde. Ce livre témoigne de ce qui a constitué, de cette histoire qui est venue constituer tout ce formidable capital symbolique, culturel, intellectuel, moral. On la remercie. Merci merci à mille tous fois. deux. Merci Olivier. Et on vous laisse signer les bouquins. Voilà, maintenant, il faut lire. Merci. L'ouvrage co-signé par Natacha Laurent et Christophe Gauthier, Raymond Borde, une autre histoire du cinéma, est publié aux éditions Priva. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 10 novembre 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.